Aujourd'hui, je m'entretiens avec Claude Lavoie. Claude a œuvré pendant 33 ans au sein des Forces armées canadiennes, a eu une carrière exemplaire, a même reçu l'Ordre du mérite militaire. Malgré tout, le 19 avril 2013, Claude a tenté de s'enlever la vie. Laissons-le nous raconter son histoire. Claude Lavoie, bonjour. Bonjour Dominique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi que c'est un honneur d'être ici. Claude, vous avez été au sein des Forces armées canadiennes pendant 33 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler? Originaire de La Tuque, tu n'as pas beaucoup de choix à La Tuque. À 16 ans, c'est d'essayer de rentrer à la shop où que ton père a toujours travaillé ou de partir pour les études. Ça a été mon deuxième choix. Je me suis inscrit au Collège de la Flèche à Trois-Rivières en sciences humaines dans le but de faire une carrière en droit. Et puis, vu que justement, il fallait payer un loyer, il y avait des dépenses qui venaient suite à ça, il fallait descendre à La Tuque travailler. J'étais à ce moment-là barman dans une taverne. Puis j'étais jeune, j'avais 17 ans, puis 18 ans. Puis là, je rentrais l'argent comme je pouvais. Puis finalement, je suis allé donner mon nom au centre de recrutement pour entrer comme policier militaire. Et puis, ça a pris presque un an. Et puis, j'ai reçu un fameux coup de téléphone je finissais mon cégep à la 4e session, au mois de mars 1983, pour m'annoncer que j'avais été choisi pour faire partie des Forces armées canadiennes en tant qu'opérateur radio. Donc, sans perdre de temps, j'ai ramassé mes petits, comme on dit. Je suis parti à La Tuque annoncer la bonne nouvelle à mon père et ma mère. Et pour le 19 de mars 1983, j'ai pris le chemin de la base de Saint-Jean aux recrues. Mais dans l'idée de faire un 3 ans initial, parce que dans ce temps-là, les contrats initiaux étaient de 3 ans, de me ramasser un peu d'argent et finalement de réaliser mon rêve, c'est-à-dire de finir mes études en droit. Et je me suis fait prendre au piège. J'ai donc fait 33 ans. Et quel était votre plan de carrière à l'époque? Mon plan de carrière, dès le début, c'était 3 ans. C'était 3 ans, et puis ensuite, on verra. Mais je me suis pas assis là-dessus. J'étais un petit gars espiègle. J'étais un bon sportif. C'est ce qui m'a amené à partir jouer au hockey, parce que les bons joueurs de hockey dans ce temps-là, les bons joueurs de ballon-ballet, on ne se le cachera pas, partaient pour l'Allemagne, pour les équipes représentatives. Et puis, je suis parti en 1987. J'ai quitté pour une période de 4 ans. Je faisais partie du quartier général, où j'ai eu la chance d'être le chauffeur du général Gaudreau, entre autres. Et puis, je travaillais au quartier général là-bas. J'ai fait toutes les unités que je pouvais faire pour finalement aller au 1er Royal 22e Régiment, au 1er bataillon. Et puis, je suis revenu ici à Québec en 1991. Pour partir en première mission en Bosnie en 1993. En 1992, on a commencé l'entraînement pour une mission en 1993. On avait déjà un contingent. Dans ce temps-là, j'étais à l'escadron de reconnaissance du blindé, du 12e Régiment blindé du Canada. On avait déjà un escadron qui était parti. Et il fallait, nous, qu'on forme l'autre escadron. On a eu l'escadron D à ce moment-là, du requis. Et puis, on est parti pour une période. Les signaleurs, on arrive toujours au moins 2 semaines avant, on part 2 semaines après tout le monde. Question de faire un bon handover, parce que les communications, c'est le gros challenge là-bas pour nous. Donc, je suis parti en mai, si je me souviens bien, jusqu'en octobre en 1993. Et comment on se prépare à partir pour une première mission? Est-ce que vous aviez une conjointe à l'époque? Comment on se prépare pour, dans le fond, oui, on se prépare physiquement avec les forces, mais personnellement? Personnellement, j'avais une conjointe. Mon couple battait de l'aile déjà avant de partir. J'avais un petit bonhomme que Marc-André avait 4 ans ou 5 ans dans ce temps-là. Et puis, je venais d'acquérir une maison à Val-Bélair. Et puis, j'essayais tant bien que mal d'essayer de me concentrer sur la mission. Et je suis parti en 1993 pour revenir seul, parce que pendant ma période de service en Bosnie, ma conjointe et moi, on s'est séparés. Et par la suite, le divorce quand je suis revenu à Québec. Une fois que vous arrivez en Bosnie, est-ce que c'est comme ce que vous vous étiez imaginé ou c'est complètement différent? Je dirais que si on regarde les 2 parties qu'on a actuellement de ma génération, on a fait la Bosnie 1993, puis après ça, on a fait l'Afghanistan. Si on aurait été entraîné et équipé comme l'Afghanistan,
en Bosnie, en 1993, ça aurait changé beaucoup de choses. Premièrement, on est rentré en envers. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je discutais justement avec le général Côté. On aurait dû rentrer avec l'OTAN en 1993 et puis sortir avec les accords de Dayton en ONU, avec les Nations unies. On a fait le contraire. Donc, on est rentré avec les deux mains attachées. Et puis, c'était au plus gros de la guerre. 93 a été vraiment... c'est là qu'on a vu, fin 92, début 93, les pires atrocités qu'on ne peut pas voir. Et puis, on parle avec d'autres contingents, et c'est la même chose. Tous ceux qui ont fait la Bosnie 93-94, ça a été des horreurs de la guerre. C'est là que, moi qui sortais des études, que tout avait bien été, puis que je roulais ma petite bosse malgré des problèmes familiales, c'est là que la réalité frappe. Et tu t'aperçois à ce moment-là que l'humain peut être tellement méchant, et puis tu essaies de comprendre, puis les factions qui étaient en poste, en position, à ce moment-là, les belligérants, il y en avait 3. Donc, une journée, les 2 premiers se mettaient ensemble contre le 3e. Le lendemain, c'était le contraire. On ne savait plus sur quel pied danser. Les règles d'engagement des Nations unies, à ce moment-là, n'étaient pas très claires non plus. On essayait de faire de notre mieux avec ce qu'on faisait, parce que tous les gars qui avaient été à Chypre, qui avaient été au Golan, c'était une autre réalité. Une autre réalité. Okay? Et puis, on a eu les tirs dans notre direction, et les 2 mains attachées, on ne peut pas répliquer. Donc, ça a été une chose très dure. Et surtout, moi qui travaillais dans un poste de commandement, je vais toujours me souvenir du 18 juin à 11h50. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, on avait une équipe de l'antichar qui était à Bouchi pour faire un poste d'observation, juste en face d'un cimetière. Et puis, à midi moins 10, sur les ondes, j'étais en train de prendre le rapport de midi et puis du caporal Daniel Ganter. Et puis, son sous-indicatif d'appel nous a contactés en nous disant qu'il venait de se passer de quoi. Et eux, ça se faisait engager. Et ils n'ont pas pu voir ce qui s'était passé réellement, mais on savait qu'il y avait de quoi qui était arrivé. Et on a su, dans les minutes qui ont suivi, qu'on avait un ODOF. On avait un de nos compagnons d'armes qui était décédé. Et puis, le décès a été constaté violemment quand les gars sont retournés à leur base de départ. Et puis, ça a été un choc, une douche d'eau froide sur les troupes. Et c'est là qu'on s'est aperçu que l'entraînement qu'on avait suivi était peut-être pas la meilleure qu'on avait reçue, mais que là, il fallait qu'on tombe dans un stage une coche avancée, une coche au-dessus. Dans le fond, est-ce qu'on peut se préparer à vivre ce que vous avez vécu cette journée-là? Non. Parce que, et c'est après que tu réalises, parce que tu es dans le feu de l'action, et puis je vais t'en parler plus tard, quand je vais te parler quand on revenait de patrouille en Afghanistan, parce qu'on s'était fait tirer dessus, tu le réalises après. Donc, c'est l'aftershock, comme on dit, c'est l'après-coup que tu réalises. Et c'était, écoute, c'était l'enfer, cette partie-là. Là, tout a monté d'un cran. Tout a monté d'un cran. Là, les gars prenaient ça pas mal plus au sérieux. On venait d'avoir un gars qui était mort, malgré qu'on était les Nations unies. C'était, pour nous, là, c'était... Les gars du Golan disaient, voyons, c'est impossible, là. Mais c'était possible, c'était la dure réalité. Donc, c'est ce qui est arrivé le 18 juin. Ça m'a marqué beaucoup, cette situation-là. Et puis, c'est des choses que tu n'oublies pas. Qu'on ne peut pas oublier. Non. Et puis, ce qui se crée, et à tous les fins de semaine, à tous les soirs, on se parle, on s'écrit. On est 4 chums qui se sont connus pendant cette période-là. Et puis, depuis ce temps-là, on ne s'est jamais lâché. On fait de la moto ensemble, on s'entraide ensemble. Fait qu'il y a des événements qui font que, quand ils disent des frères d'armes, il faut que tu sois dans cette fraternité-là pour le comprendre. Tout à comme fait. Les policiers, comme les pompiers, à juste titre, des ambulanciers. Mm-hmm. Mais c'est vrai, ça soude. Ça soude les vrais frères d'armes. Vous nous avez parlé tantôt que vous avez eu un retour assez brusque de votre première mission. C'était au plan familial? Oui, au plan familial. Quand je suis débarqué à l'aéroport de Québec, on était tous en combat avec nos bérets, puis je me souviens, il devait être à peu près 9h30, 10h le soir.
Et tout le monde, toutes les familles Toutes les attendent. familles sont là, et puis là, les enfants sautent dans les bras des papas, les mamans pleurent parce qu'ils sont contents de voir leurs hommes. Et moi, j'étais assis, et puis j'attendais mes bagages dans le tourniquet, et je vois un monsieur qui arrive d'un certain âge, avec une pancarte, Monsieur Lavoie. Fait que je m'avance, et puis je me présente, et c'était un huissier qui venait saisir mon camion, qui venait carrément prendre mes biens. Et c'est une histoire qui est vraie au 12e régiment blindé. C'est une légende maintenant. J'ai passé 2 semaines couché dans mon camion, dans le parking du 12e régiment blindé. J'avais arrangé les sièges avec des serviettes. Puis tous les matins, quand les gars allaient monter le drapeau vers 5h30, ils cognaient dans ma vitre de camion pour me réveiller. Puis je me mettais en combat, puis j'allais me raser. Puis là, je faisais ma journée d'ouvrage. Puis le soir, les gars étaient fins parce que le petit lunch du soir, avec les petites boîtes à lunch, les gars ramassaient ce qu'ils ne mangeaient pas, puis ils venaient me le donner. Puis, à ce moment-là, c'est la fierté de pas... On n'en demandait pas d'aide. J'étais un jeune caporal-chef à ce moment-là, puis je voulais pas que mes problèmes familiales amènent à ce que ça nuise à ma carrière. Et si tu regardes, transpose ceci en 2015, 2016, 2017, où les gens qui sont maganés, qui souffrent de PTSD, ne veulent pas non plus que ça paraisse. Fait que c'est à peu près la même chose, là. Puis il ne faut pas être gêné de demander de l'aide. Puis j'aurais dû demander de l'aide, parce que c'est probablement, comme mon psychiatre me dit, c'est probablement tout ça, ta mission, ton retour difficile. Mon fils, j'ai quasiment pas vu mon fils dans cette période-là. Et puis, c'est tout ça, cette accumulation de facteurs négatifs qui a fait en sorte que j'ai refoulé ça pendant des années. Mais j'avais le métier que je ne pouvais pas arrêter. Tu sais, on est revenu en 93, on est reparti en 96, je suis revenu en 97. En 99, on s'en prépare pour une autre sorte de mission en Afrique, où j'étais agent de liaison entre les Français et les Égyptiens. Et puis ensuite, il y a une mutation au travers de tout ça, de 2 ans à Sherbrooke. Tu voyages toutes les fins de semaine, tu reviens, tu pars en Afghanistan. Tu n'as même pas le temps de défaire tes bagages. Je suis reparti 10 mois tout de suite après sur un autre entraînement. J'étais aux opérations. C'était un feu roulant, là. Je reviens de l'Afghanistan en 2009. Je suis muté à Saint-Jean-sur-Richelieu, remuté ici à Valcartier. Et puis là, à un moment donné, tu perds le fil. Puis tout ça, ça te rattrape à un moment donné. C'est exactement, je compare ça à une citerne où l'eau, tant que tu roules, ça va bien. L'eau reste dans le fond du camion. Mais quand tu arrives à la lumière jaune puis à la lumière rouge, toute l'eau s'en revient vers en avant. Tout à fait. Et c'est là que la fatigue, le désespoir, tu ne vois plus le bout, là. Mais avant de parler de ce qui vous est arrivé, votre dernière mission, c'est l'Afghanistan en 2009. Oui. Comment vous vous êtes préparé à cette mission-là? Premièrement, la mission 2006, c'était une première pour certains de nous autres. On était 37, si ma mémoire est bonne, parce que ma mémoire commence à me faire défaut aussi, la vieillesse. Et on s'en allait, nous, comme ELMO, c'est-à-dire l'équipe de liaison de mentorat opérationnel. On était les premiers Canadiens qui allaient non seulement mentorer les Afghans, mais on allait avec eux sur la ligne. Donc, les Canadiens, c'était la première fois que ça se faisait. Donc, on a eu un entraînement un petit peu différent des autres. Puis là, on avait l'équipement. La vraie veste antiballe, là, pas seulement la veste antifragmentation, la veste antiballe qui pèse 36 livres. On avait du nouveau stock, des nouvelles bebelles sexy après nos armes. Puis là, on s'en allait là. Puis là, c'était, les gars, c'est la guerre. Puis c'est pour ça que quand on a débarqué dans le hangar en 2006, que le sergent-major qui était là pour nous diriger, il a dit « Welcome to war ». Et puis là, tu couches à Kandahar Airfield, où les avions, ça décolle à toutes les 2 secondes. Il y a un avion en réaction qui part, les jets, les hélicoptères. Les nuits, c'est affreux, coucher à Kandahar. C'est pour ça quasiment j'étais allé découcher une couple de fois à Helmand, à Kalat, à Uruzgan, où c'était la tranquillité, puis c'était le temps où on dormait le plus. Parce que justement, le bruit des avions qui est infernal. Ça, on se demande pourquoi on a tous des problèmes d'acouphènes. C'est pas pour rien, là. Et c'était un entraînement qui était très différent des autres. Mais encore là, la guerre, c'est imprévisible. Si nous, on s'entraîne différemment, bien, eux, ils nous regardent s'entraîner, puis c'est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Tout à fait. Donc, à la place de poser rien qu'une mine, bien, ils en posaient 2.
Puis ils avaient trouvé des nouvelles manières de nous attaquer. Diversion en faisant sauter une mine. Pendant qu'on débarquait pour déminer, ils nous attaquaient sur l'autre front. Il y a eu plein de choses. Ils sont débrouillards, là. Il ne faut pas oublier là, qu'ils ont passé de guerre. Ils ne savent peut-être pas lire, mais ils savent étudier le terrain, puis c'est chez eux. C'est pas chez nous. La guerrière rose, là, c'est pas pareil, là. Mais, vous savez, un mort, c'est un mort de trop. On s'est fait blâmer beaucoup. Ils ont blâmé le gouvernement à ce moment-là parce qu'on a eu 158 morts. Morts à la guerre. Et pourtant, il se tue 360 quelques personnes par année sur la route au Québec. Donc, les dommages collatéraux ne sont pas excusables. Mais quand on regarde le contexte, et 2006 on était chanceux dans notre équipe. Les gens du Royal Canadian Regiment l'ont été moins. Si je pense à la compagnie ou au peloton de Charlie, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Nous, pour notre part, on a eu 2 blessés. Et on se souviendra toujours du caporal Frédéric Couture qui avait perdu une jambe. Et tout allait bien pour Fred. On l'avait vu la semaine d'avant avec sa prothèse. Et puis en combat, ça ne paraissait pas, là. Il fallait que quelqu'un le sache. Et je crois que c'est le 21 novembre, après souper, il s'est dirigé vers le fond de la cour familiale. Et malheureusement, s'est enlevé la vie. Sa mère était dans la maison à ce moment-là. Et ça nous rattrape, ça aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose? Est-ce que quelqu'un aurait pu détecter? On ne sait pas. J'ai eu aussi François Malbeuf qui a malheureusement appelé avec un véhicule sur une mine. Ça a été moins pire, mais François aussi a été blessé. Et puis moi, je connaissais François de l'Allemagne. Et puis, même si tu ne connais pas le gars ou tu le connais bien, le cœur veut t'arracher. Tu te demandes, Colin Dabin, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Et l'Afghanistan nous a appris un nouveau mal qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait jamais entendu parler depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que les vieux n'en parlaient pas. Et on a vu le fameux syndrome du post-traumatique qui a fait surface et qui a fessé fort et qui fesse encore fort. Et puis, on voit les dégâts que le syndrome post-traumatique fait, où on perd de nos frères d'armes qui, malheureusement, se suicident. Et au travers de ça, on se pense fort. J'étais sergent-major. Tu es supposé d'être le capitaine America, c'est toi qui arrêtes les balles, tu ne pogneras jamais la grippe, tu n'as jamais mal à la tête, tu es le sergent-major. Tu es l'exemple. Hein? Oui, et malheureusement, nous ne sommes que des hommes. Et un jour, je me suis séparé après 19 ans de vie commune parce que j'ai été 7 ans et demi dans les derniers 15 ans à dormir hors du lit familial. Donc, ma conjointe, sans chicaner, sans rien, me dit, écoute, mon fantôme d'amour, avant que ça aille plus loin, puis parce que là, on a commencé à acquérir des biens, puis tout ça, elle dit, je pense que je vais quitter la maison, puis je pense que je viens de réaliser que je suis plus faite pour ça, parce que là, j'avais... Puis elle avait raison un peu. Ça, c'est en quelle année, Claude? C'est en fin 2012. OK. Et puis, elle est partie. Et puis, elle avait raison, parce que quelques mois après, j'ai été remuté à Kingston, puis bon. Et puis là, il me restait encore beaucoup d'années à faire. Il me restait au moins 7-8 ans à faire encore à ce moment-là. Et puis, sans le savoir, je me suis mis à souffrir en silence. J'avais perdu, en anglais, on dit « anchor point ». J'avais perdu mon ancrage. Ma conjointe, du temps, je lui parlais, ça me faisait du bien. J'avais un cercle familial, j'avais tout, là. Mais là, je venais de tomber avec rien. Tu te remets en question. Et c'est là que j'ai commencé. Puis moi, j'étais un gars qui ne dormait pas depuis 1993. Si je dors 3 à 4 heures par nuit, c'est beau. Je me lève encore à rebarrer, débord, rebord, faire sûr que la porte 3 à 4 fois par nuit.
Et puis ça, je vais te conter ça un petit peu plus tard parce que je veux continuer dans ma foulée. Parce que, et là, j'avais connu, dans le temps que j'étais à Saint-Jean, j'avais revu un de mes instructeurs des recrues qui était rendu policier à ce moment-là pour la Sûreté du Québec. Et on avait beaucoup d'atomes crochus tous les deux. D'ailleurs, sa conjointe, encore aujourd'hui, après 33 ans, il l'a connue avec moi à l'école des recrues. Et puis, j'ai toujours eu du respect pour Michel. C'était un gars fantastique. Pour moi, c'était un bon mentor. Et puis, j'avais repris lien avec lui. On s'appelait, à tous les 2 jours, on s'appelait. Puis, des fois, c'était 2 fois par jour. Et je souffrais en silence. Et j'étais tanné, j'avais le mal de vivre. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'avais plus rien. Il n'y a plus rien qui m'attirait. Je travaillais à la base à ce moment-là, puis j'avais un patron, un ingénieur, M. Pierre Labrie, un gars que j'ai énormément de respect pour lui, puis que j'adore, un bon père de famille, là. Et puis, même lui, il n'a rien vu arriver. Est-ce que les gens vous demandaient comment ça allait? Est-ce qu'ils se préoccupaient? Puis même s'ils ne le faisaient pas, il n'y a aucune responsabilité, mais est-ce que parfois ça pouvait arriver qu'ils vous disent « Écoute, Claude, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? » Vous savez, par mon caractère jovial... Tout allait bien. Tout allait bien. Pour eux, là, Claude Lavoie, c'était l'homme fort, c'était le rock, c'était le gars qui dépannait tout le monde, puis qui, justement, comment j'en envoyais de gars au 2e étage? Parce que je voyais leur détresse, je les voyais aller, moi, mais je ne me regardais pas dans le miroir. Et ce reflet du miroir, le 19 avril, j'ai pris la décision que c'était fini et que je tournais la page. On est en quelle année? On est en 2013. Et le 18, la veille, j'ai pris la décision de fermer les livres. Et à ce moment-là, je pense que ça a été une nuit de plus que 4 heures parce que j'étais serein. Ma décision était prise. J'arrêtais le lendemain de souffrir, puis je m'en allais vers un monde meilleur. Comme on dit... Dans ma tête. Vous aviez mis une date au calendrier. Oui, j'avais mis une date, puis j'avais quasiment mis 1 heure. Donc, le samedi matin, je me suis levé, et puis j'ai tout fait le ménage dans ma maison. Plus que d'habitude. Je me suis mis la musique toute la journée. Et puis Michel m'a appelé dans l'après-midi de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il m'a demandé comment... Puis, si tu fais, tu vas-tu rouler en Harley? J'avais une Harley Davidson. Et je dis non, j'ai dit, je suis tranquille aujourd'hui, je reste tranquille à la maison. Et sur Facebook, quelques heures après, il a mis des photos de moi, mes chums, lui. Puis il a juste mis le petit commentaire, « T'es pas tout seul. » Lui, il sentait, j'ai l'impression. Et travaillant dans le domaine policier, ces samedis soirs, Michel, c'était lui et sa femme. Peut-être la réussite du succès du couple, que c'était réservé. Le samedi soir, c'était Michel et Guylaine. Et il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. On dérangeait jamais M. Basque le samedi soir. Donc, je lui ai envoyé un courriel un texto sur son BlackBerry du travail, sachant qu'il prendrait ses courriels probablement juste le samedi ou le lundi matin de retour au boulot. Et je lui dis merci beaucoup, Michel, puis je vais prendre soin de vous autres en haut. Et puis, t'en fais pas, tout va bien aller. Et dans ma tête, la décision était prise et je voulais, moi, juste me déboucher une petite bouteille de vin, m'asseoir dans mon petit garage, partir ma Harley Davidson et puis me laisser aller, puis le temps aura fait son œuvre. Je ne sais pas si c'est le destin. Ma motocyclette n'a jamais démarré. Il fallait que je me trouve un plan B. Un petit peu plus drastique, mais j'étais décidé, là. Il fallait que je m'en aille, puis c'était décidé. Donc, je me souvenais que j'avais une arme à la maison, une arme familiale, de type 410, pour aller à la chasse à la perdrix. Et on s'était passé ça dans la famille. Je pense que si elle avait tiré 5 balles, 5 cartouches, je pense que c'était assez. On n'était pas des chasseurs chez nous, on n'était pas des grands pêcheurs. De toute façon, moi, la chasse,
c'est plate à dire, on allait la faire outre-mer. Et je suis allé prendre la 410 et j'ai pris les cartouches. Je n'ai pris 2. En cas qu'il y en a une qui ne marche pas. Un gars fait Ah oui. préventif. Préventif. Ben oui, ça en major. Et j'ai mis sur mon oreiller une photo de mon fils. Qui avait quel âge à l'époque? Marc-André, en 2013, avait pas loin de 25 ans. Est-ce que vous lui aviez parlé dans la journée? Non. Moi, mon fils, malheureusement, on a perdu contact depuis les 5 dernières années. Il est aux États-Unis. Et système matriarche, sa mère, là, complètement monté contre moi, mais ça, faut y faire. Ça fait partie de la vie. Tout le monde me dit « Ah, t'en fais pas, quand il va avoir des enfants, il va revenir. » Bon, je laisse ça à la divinité. Et j'avais mis mes médailles sur mon oreiller. Et j'avais mis les cartouches et le fusil de chasse. Et j'ai pris une chaise que j'avais emmenée dans ma chambre. J'avais mis de la musique. Il est environ 9h, 9h15. Et en écoutant la musique douce, j'étais serein comme jamais j'aurais pu être. Ma décision était prise, je me voyais déjà en haut au paradis, tout allait bien. Tout était réglé. Puis tout était réglé, tout était fait. Puis là, j'ai juste me posé une question, c'était, bon, mes papiers sont-ils en règle? Oui, tout est en règle. Oui, OK, oui, je peux partir en paix. Est-ce que vous avez pensé à vos parents? Non. C'est une maudine de bonne question. Probablement que j'y ai pensé dans mon temps de dépression. Tu sais, à mes 2 sœurs. J'ai-tu pris le temps de leur dire je les aime? Quand est-ce que j'ai pris ma mère dans mes bras la dernière fois? Tu sais, tu y penses dans ces moments de dépression-là. Tu sais, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est sauter dans mon truck puis partir m'en aller m'installer à la tuque 1 semaine, 2 semaines, puis prendre 2 semaines de congé de maladie, puis aller me faire gâter par ma mère. Je ne l'ai pas fait. Et non, je pensais à rien. Je dois t'avouer, là, que je pensais à rien. Et le téléphone sonne. Je regarde le téléphone et je m'aperçois que c'est Michel à Saint-Jean. J'ai répondu, mais j'étais pas gros, là. Mais dans toute sa sagesse et l'amitié, il fait juste me demander « Dis-moi que tu ne fais pas ce que je pense. » J'ai dit au contraire, j'ai dit « Je suis assis dans ma chambre à coucher, je suis prêt, laisse-moi partir en paix. » Et il dit « Écoute, il dit, je suis à 2h30 de toi. » Il dit « Je ne peux pas sauter dans mon camion de même. » Il dit « Je vais t'accompagner en prenant un verre de vin. » Mais il dit « On va jaser. » Je ne sais pas trop. Sans perdre de temps, il a marqué sur un papier 911, Claude, Québec. Il l'a donné à sa femme. Elle est sortie dehors avec son téléphone et la machine a parti. Il s'est installé au téléphone avec moi et on a discuté. Puis ça revenait toujours au même. « Michel, laisse-moi partir en paix. » Puis j'écoutais plus ce qu'il me disait à un moment donné. Moi, ma décision était prise. Je savais qu'il était loin. Il ne pouvait pas arriver dans mon salon en défonçant pas. Non. Puis le temps qu'il était au bout du fil. Puis le temps qu'il était au bout du fil, je savais qu'il ne voulait pas. Après 1 heure à peu près, il me dit « Claude, tu sais, une bonne bouffée d'air frais des fois, là, ça replace les idées. » Fait que j'ai dit « Ouais, peut-être. » Fait que je suis parti de ma chambre à coucher et puis je suis allé dehors, vers la porte d'en avant. Et chez nous, c'est une rue qui est beaucoup passante, où l'autobus passe à toutes les 15 minutes. Et puis pour un samedi soir, je dois t'avouer que c'était beaucoup tranquille, trop tranquille. Inquiétant même. Donc, je suis sorti un peu la tête sur le côté et j'ai aperçu quelques autos de police qui étaient stationnés. Il y avait une ambulance un peu plus haut et 2 autres chars de la police de Québec qui étaient un peu plus bas. Pas de flasheur, rien. Et là, Michel avait déjà commencé à me demander où j'étais dans ma maison, quelle sorte d'arme que j'avais dans mes mains. Il me faisait parler. Si j'étais seul dans la maison, puis lui, il savait ma maison, comment que c'était fait, donc Guylaine pouvait guider les policiers au travers de ça. Donc, en retournant, j'ai dit « Michel, pourquoi tu as fait ça? » Puis là, la crise a pogné.
Puis en m'en allant à la chambre, j'ai tout fermé les lumières en m'en allant dans ma chambre. Et j'ai crié à Michel, « T'aurais pas dû, tu viens juste de te déclencher. » J'ai pesé sur le haut-parleur, j'ai mis le téléphone sur le lit, j'ai pris mon arme, je l'ai chargé, je l'ai accoté sur le bord du lit, je me suis accoté le canon dans le fond de la gorge. Puis quand je suis venu pour tirer, Michel, il criait comme un cochon qu'on égorge. Il venait de m'échapper. Puis il savait qu'il venait de m'échapper. Et ça m'a, je vous en parle, et ça m'a glacé le sang de l'entendre crier de même après moi. Et je l'entendais crier après moi 30 ans plus tôt, quand j'étais à l'école des recrues. Et j'ai tombé blackout. Je me suis retiré le canon de la bouche. Puis probablement qu'il criait après moi, « Sors dehors, allume les lumières, ils vont rentrer, ça va être le Far West là-dedans. Puis mets tes mains sur la tête, monte tes mains, amène le téléphone. » Puis il me criait, là, puis il me guidait. « Allume. » Puis là, j'allumais les lumières en m'en allant. Je suis sorti dehors, dans mon stationnement. Et là, la cavalerie s'en venait. Et j'ai déposé le téléphone sur le coin du bumper arrière, du pare-choc. Je me suis mis à genoux et j'ai mis mes deux mains sur mon véhicule. Et j'ai vu les policiers rentrer dans la maison. Et tout d'un coup, j'ai senti deux mains amicales sur mes épaules. Et les policiers de Québec, que je lève mon chapeau, et je les remercie, ont dit « Claude, c'est fini. » Ils ont pris le téléphone, ils ont dit « C'est beau, on l'a. » Ils ont te rappel. Ils ont raccroché. Une policière est sortie avec le fameux fusil de chasse. Elle dit « Il était moins une, le canon est encore tout trempe. » Je l'avais dans la bouche. Et puis, ma première réaction a été, l'ambulance est arrivée dans mon entrée du garage. Et j'ai dit au gars, et à ce moment-là, là, je savais là, que je venais de mettre ma main dans un engrenage. Et là, j'ai tout vu ma carrière défiler. Et là, je me suis vu là, à terre, là, fini. Ça y est, le capitaine America vient de perdre son bouclier. Et j'ai dit aux policiers, parce que là, les voisins étaient sortis, hein, avec 5 chars de police dans le cours, puis les ambulances. Puis là, les flashs marchaient. Là. Et les policiers, je leur ai demandé, vous ne me mettrez pas les menottes, hein? Ils ont dit, non, Claude, on ne te mettra pas les menottes. Ils ont dit, tu vas embarquer dans l'ambulance. Ah, j'ai dit, non, ça non plus. Ils ont dit, regarde ce qu'on va faire. On va t'embarquer dans l'auto de police, puis l'ambulance, puis on va s'en aller dans le parking du petit centre d'achat, là, puis on va relaxer un peu. Et je suis entré dans l'ambulance, il y avait une dame d'urgence santé qui était là, il y avait les 2 infirmiers, et les policiers se sont assis. Il y avait 3 policiers qui étaient assis sur le banc là. Moi, j'étais assis sur le petit strapontin, que l'ambulancier, normalement, quand il fait ses manœuvres. Et la madame d'urgence santé me dit qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai commencé. La Bosnie, l'Afrique. J'ai dit Sarajevo, c'était un stade olympique, puis à la fin, c'était un cimetière à ciel ouvert. L'Afghanistan, je suis fatigué. Je m'excuse de déranger tout le monde. Puis moi, je ne voulais pas déranger personne, je voulais partir tranquille. La madame d'urgence santé, et pendant que je parlais, il y a un des policiers qui dit « Hey! » J'ai dit « Quoi? »« C'est toi le gars qui parle à Jeff Fillion à la radio? » J'ai dit « Oui. »« Ah, il dit « Toi, je partirai à la guerre avec toi, n'importe quand. » Donc, ça m'a fait du bien. Ils n'ont pas dit un mot pendant... Hey, ça a duré une grosse heure et quart, ça, là. Fait que là, un moment donné, la fille d'urgence santé, elle regarde les policiers. Elle dit, savez-vous ce qu'on a devant nous autres, là? Les policiers ont dit, bien, on a un gars en détresse. Elle dit, non, on a un gars fatigué, ici. Lui, là, il faut qu'il dorme, ce gars-là. Il est en dette de sommeil de je ne sais pas comment d'années. Il faut qu'il dorme. L'hamster, là, il est couché à terre, puis il donne des claques sur la roue de temps en temps. C'est tout ce qu'il fait. Les policiers ont dit, attends un petit peu. Ils ont pris le micro, ils ont appelé à la maison. Ils ont dit, la maison est-tu claire? les policiers m'ont fait rire. Ils ont dit, la maison est claire. Puis si tous nos maris seraient comme lui, là, maudit que c'est propre. Et les policiers étaient d'accord pour venir me mener à la maison. Et un des ambulanciers a dit, c'est parce qu'on a un protocole à suivre et on a déjà enclenché le protocole. Ils t'attendent à l'hôpital. Et juste de voir mes yeux, les policiers ont dit, là, on va aller te mener, nous autres. Et je me souviens d'être entré à l'hôpital où ils m'ont emmené
J'avais tellement peur qu'ils me mettent un pyjama je m'aime que je voulais pas. Je voulais pas, là. Non, ça me tentait pas. Et quand je suis entré, il y avait une petite infirmière en civil, bien sûr. Et elle me regarde d'un air, probablement je n'étais pas son premier patient. Elle me dit, là, il faudrait que tu enlèves ta grosse chaîne en or puis tes lacets. Les policiers ont dit, non, il n'enlèvera rien, là. Ce gars-là est fatigué. Dis-y ce que tu veux qu'il aille, là, il va y aller. Elle dit, j'aimerais ça qu'il aille se coucher. J'avais même pas eu le temps de montrer avec son doigt, j'étais déjà viré, je m'en allais vers la... J'étais un petit gars, un gamin égaré, là. J'avais rien que voir l'autre, va voir ma mère là, dans le centre d'achat, puis de la retrouver, là, tu sais. Et les policiers m'ont pris dans le bras, puis ils ont dit, Claude, si la porte du garage est ouverte chez vous, on peut-tu arrêter? Allez te voir, prendre de tes nouvelles. Je dis, les gars, vous êtes tellement fins, vous êtes tout le temps les bienvenus. Et là, la petite madame est revenue avec un plateau de pilules, puis tout le kit. Puis elle m'a demandé, elle dit, tu vas prendre ça, puis ça. J'ai dit non. J'ai dit, je prends rien de ça. J'ai dit, j'ai pris 3/4 d'une bouteille de vin, puis je vais être lucide et surtout ne pas avoir la bouche molle quand je vais rencontrer le docteur. Pour moi, c'est important. Puis j'avais une dignité aussi là-dedans. Je voulais pas, là... du sergent-major qui revient. C'est ça. Là. Le sergent-major revenait là, souvent. Là. Tu sais, Capitaine America, là, il voulait juste avoir son bouclier pour retourner se coucher. Là. Et vers 4h, 4h30 du matin, j'ai rencontré une urgentologue, très belle demoiselle. Et elle me dit, je peux pas croire qu'un gars comme toi, solide, a fait un affaire de même. Oui, parce que, rappelons-le, là, vous avez eu une carrière quand même extraordinaire. Vous avez même reçu l'ordre du mérite militaire. C'est pas rien, là. Non, c'est ça, c'est une des plus belles récompenses. Et d'ailleurs, j'avais emmené, on avait le droit à des invités, et j'avais emmené Michel et sa conjointe avec moi à Ottawa quand j'ai reçu ça. Et Michel était content parce que c'est lui qui m'a formé. Tout à fait. Puis 33 ans plus tard, je reçois ça, là, qui est la plus belle honneur pour un militaire. Donc, je rencontre l'urgentologue et puis elle me fait faire une promesse. Elle dit, Claude, elle dit, lundi matin, tu vas aller à l'hôpital à base. J'ai dit oui, c'était mon plan. J'ai dit, ça va être dur, mais je vais y aller. Elle m'a signé une discharge. Et à 5 heures du matin, après avoir déplacé 5 chars de police, une ambulance, du personnel, après avoir dérangé tout ce monde-là, là, je me ramasse sur le boulevard Laurier. Pas une scène, pas de manteau, pas de clé, rien. Ça presse à don de me rentrer à l'hôpital. Et souvent, je parle de ça avec M. Simard de la Vigile, il dit, Claude, une chance que tu étais décidé à rentrer à l'hôpital le lundi, parce qu'il venait de te remettre exactement dans le même état, dans la rue où tu étais. Tu n'étais pas plus avancé, là. Et j'ai wavé un taxi, puis il est venu me reconduire à la maison. Il a attendu, j'avais une porte que j'étais capable de débarrer. Et puis, je suis allé chercher mon portefeuille, mon porte-monnaie pour justement payer le taxi via la Caisse populaire. Et je suis revenu. Il devait être à peu près à 6h30, 7h à ma maison. Et je me suis étendu dans le fameux lit, à côté de la photo de mon fils et de mes médailles. Et là, j'étais brûlé, vidé. Et je pense qu'une heure après, ça a cogné chez moi. Et là, c'était l'autre cavalerie. Là, il y avait mon patron, le major, mon commandant d'unité qui était là, Padré, mes chums. Là, c'était... La nouvelle s'était répandue. Oui, ça va pas. Ben, les policiers ont été obligés de faire un rapport à la police militaire, bien sûr. Et là, je me suis dit, waouh, là, ça va donner un coup, mon capitaine America. Et je les ai comptés, j'ai marché avec eux toute la scène, comme je viens de vous la raconter, comme une histoire de pêche. Et mon commandant m'a regardé, puis il dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? J'ai dit rien. J'ai dit, pour l'instant, là, il faut que je décompresse. Et c'est là la force de l'amitié, comme je te disais tantôt. Mes chums de la Bosnie, en 2013, étaient encore à mes côtés. Ils se sont relayés toute la journée pour passer du temps avec moi. Ils disaient, fais ce que tu as à faire. Ils s'assisaient, puis ils me regardaient. Ils m'ont enlevé mes clés de moto. Ils ont fait sûr que je me fasse pas mal. Ils sont partis. Pierre était parti, il était peut-être 11h, 11h30. Le lendemain matin, à 6h30, John m'a appelé. Veux-tu que j'aille avec toi? J'ai dit non. J'ai dit, il faut que je le fasse seul. J'ai dit, il faut que je fasse face à mes responsabilités.
Et puis, je suis arrivé à l'hôpital et puis j'ai juste dit au monsieur qui était là, à André, tout du monde, on se connaît tous sur la base de Valcartier. J'écoute André, j'ai dit, il m'est arrivé une bad luck samedi soir, j'ai fait une tentative de suicide. Il dit, Claude, tu ne bouges pas, il y a une infirmière qui va venir te chercher. Santé mentale ont priorité. Et je suis rentré dans un bureau où il y avait un infirmier spécialiste en santé mentale et mon médecin est arrivé. J'ai raconté mon histoire. Ils m'ont donné un paquet d'antidépresseurs, une pause de vacances. Et je suis parti chez moi pour 35 jours. Et la vie est tellement bien faite. Et c'est après coup que tu t'en aperçois. J'avais rencontré une superbe belle femme 20 quelques années auparavant, dont j'étais tombé follement amoureux pendant ma période de célibat. Mais j'étais pris avec des problèmes de divorce, elle aussi. Et je ne voulais pas qu'on mêle nos enfants là-dedans. Puis c'était rock and roll dans ce temps-là. Surtout que j'avais pas d'argent. Je couchais dans mon Jeep. Oh. Je ne pouvais pas l'inviter à souper. Donc, on a frivolé un peu pendant quelques semaines. Et mon ami Pierre, qui me l'avait présenté, m'a demandé, il dit, Claude, il dit, quelle sorte de femme que ça te prendrait pour t'accompagner? Là? Parce qu'il dit, t'as encore des belles années là, devant toi. Ah, j'ai dit, moi, la petite France. Et là, John, il me dit, elle est dans mes amis Facebook. Et j'ai communiqué avec France et elle est venue à la maison ce soir-là. Un soir de début mai, mi-mai de 2013. Et elle n'est jamais repartie. Et le 2 septembre prochain, elle deviendra mon épouse. Et là, c'est là que tu te rends compte que la vie est belle. Et si j'aurais pas été chercher de l'aide, je serais pas le Claude Lavoie qui serait capable de vous parler aujourd'hui. Et j'ai eu l'aide dont j'ai besoin parce que je l'ai demandé. Tout à fait. Et j'essaie le plus possible de sensibiliser les gars qui souffrent de PTSD. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait partie du Club Rotary pendant quelques mois et il y a un jeune homme, on va l'appeler Jonathan. Et Jonathan a été 3 ans roulé en boule dans son sous-sol. Divorce, tout ce qui vient avec. Et Jonathan était sur Facebook et il s'est mis à me voir aller, puis tout le kit. Puis moi, je n'étais pas gêné de raconter mon histoire, autant à la radio qu'à la télévision. Et Jonathan s'est acheté un habit et est venu me rejoindre pour un dîner au Mess des officiers. Je ne l'avais jamais rencontré. On avait nos dîners du Club Rotary au Mess des officiers. Et en lui parlant, et j'avais un autre copain qui, lui, était un maniaque de plongée sous-marine. Et lui, il avait déjà son cours de base. Et on a poussé Jonathan à aller suivre son cours d'instructeur. Et Jonathan donne des cours maintenant de plongée sous-marine. Et il a des qualifications incroyables. Ses enfants sont toujours avec lui dans la piscine en train de faire maintenant de la plongée. Et on a sauvé ce petit bonhomme-là. Mais c'est le gars qui a pris la peine de faire des recherches, de s'intéresser à quelque chose, de venir parler aux bonnes personnes. Et puis, il s'est, comme on dit, botté le cul. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne... Et je le dis souvent, si vous restez dans votre sol, les gars, là, quand je passe en avant de chez vous, je ne vois pas ce que vous faites. Mm-hmm. Si vous m'envoyez la main, ou si vous levez la main pour demander de l'aide, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va y aller. Il y a tellement de ressources. Il y en a beaucoup. Tout à fait. Les numéros de téléphone sont disponibles. Il y a des gens qui sont disponibles. Et juste la manière que vous écrivez des fois sur Facebook. Moi, je ne sais pas si j'ai le don de détecter ça, mais j'ai fait 3-4 téléphones dans les dernières années, parce que le gars, quand il répond, il dit « Je suis content que tu m'aies appelé parce qu'il dit là, j'ai besoin de parler. » Ça ne prend pas grand-chose. Juste la manière que les gars écrivent. Donc, il faut être à l'écoute. Et si on se dit des frères d'armes parce qu'on sauve la vie au front, c'est aussi important, à notre tour, d'être des vrais frères d'armes. Parce que c'est là que tu peux sauver, pas seulement ton chum du front, qui est en danger au front, mais en le sauvant lui, tu vas sauver probablement sa vie familiale, la relation avec les enfants,
Puis tu vas sauver pas mal plus que tu penses en lui donnant un coup de main. Puis vous n'êtes pas obligé de les accompagner pendant X temps. Vous n'êtes pas des mères Teresa. Premièrement, on n'est pas des spécialistes là-dedans. Mais il y en a des spécialistes là-dedans. Puis votre rôle, c'est de les guider là. Puis quand ils rencontrent 1 an après, 2 ans après, bien, cette personne-là va probablement te remercier parce que tu l'as amené à bon port, puis tu lui as dit, à cette heure, regarde, voilà. Monsieur X ou Madame X va t'aider. Moi, c'est, après ma tentative de suicide, j'ai essayé de reprendre la vie comme je pouvais, mais je la vois sur un autre œil maintenant, cette vie-là. Mes priorités ont beaucoup changé. Le matériel, c'est... non. Maintenant, c'est ma conjointe, mes amis, ma famille, c'est... puis les frères d'armes, ça fait partie de notre famille. Tout à fait. Mais j'invite tous les gars, là, ou les filles qui ont des problèmes, là, il faut qu'ils se manifestent. Il faut qu'ils aillent où il y a besoin d'aide. Mais si vous aviez un message à leur livrer, là, ceux qui ont peut-être, qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui ont peut-être une date au calendrier, là, rapporter cette date-là ou changer de calendrier, définitivement. Ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est un geste, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Écoutez, on a eu un cas où le motocycliste qui avait enlevé son casque, qui avait demandé de l'aide, probablement un téléphone qu'il a fait, puis que personne n'a répondu. Et malheureusement, il y a eu un gros accident. Son but, c'était de s'enlever la vie. Aujourd'hui, il n'a plus de vie. Il est assis dans une chaise roulante, puis c'est encore pire. Donc, il faut y penser. C'est sûr que on fait notre propre bonheur, comme on dit. C'est nous qui faisons notre chance. Puis c'est pas assis dans le fond d'un sous-sol que la chance va tourner pour nous. Aujourd'hui, Claude Lavoie est capable de parler de son expérience. Est capable, je donne des conférences sur ma carrière militaire et l'histoire des guerres modernes aux pères maristes, et puis à des enfants de secondaire 4, secondaire 5. Et c'est le fun de voir pousser cette belle jeunesse. Mais si tu veux voir pousser cette belle jeunesse, bien, il faut que tu prennes soin de toi aussi pour les voir pousser, ces enfants-là. Et c'est tellement important. Et je reviens encore, je le redis et je le répéterai toujours, demandez l'aide. Elle est là, l'aide. Et quand moi, ça m'est arrivé, c'est drôle parce que le colonel commandant du secteur m'a appelé et, personnellement. Et il m'a dit, Claude, si tu penses ne pas recevoir l'aide nécessaire, appelle-moi personnellement. Il dit, tu as tellement aidé des gens, parce que j'avais aidé son beau-fils dans une période difficile. Il dit, tu n'as tellement aidé que c'est à ton tour. Puis si tu as un doute que tu n'as pas l'aide que tu mérites, appelle-moi personnellement. Puis je vais faire en sorte que tous les gars reçoivent équitablement le même traitement. Et quand je vais rencontrer mon psychologue et mon psychiatre, ça c'est des mots qui faisaient peur avant. Psychiatre, psychologue, tu consultes? Oui, je consulte. Ça me fait du bien. Et puis je l'appelle mon ami du jeudi, avec qui je passe 1 heure et demie à discuter de ma santé mentale. Et ma conjointe, elle me dit toujours le mercredi soir, elle dit « Ah, demain, tu as ton rendez-vous avec ton ami. Tu y vas, hein? Tu ne trouves pas de défaite pour ne pas y aller. » Non, parce qu'elle voit que ça me fait du bien. Et je rencontre des caporaux-chefs qui m'ont connu comme sergent-major. Et s'ils disent « Ah, si le capitaine America est ici, ben lui ici, il souffre. Comme moi, je souffre. » Fait qu'on a juste besoin de se regarder, parce que c'est morbide d'aller là. C'est le salon funéraire. Là. Personne ne se parle. Tout le monde texte. La maladie du siècle. Et ça, c'est une cause. Ça a un bon côté parce que tu es capable de rejoindre n'importe qui, n'importe quand. Mais ça a un effet négatif, c'est qu'on a coupé toute relation interpersonnelle aussi. Ça peut causer l'isolement aussi. Oui, définitivement. Donc, c'est un peu funéraire, aller là. Puis moi, je m'amuse à parler fort là-dedans. Puis quand je rentre, je salue le monsieur Jocelyn qui travaille là, un chic type de la compagnie de sécurité. Et puis moi, je rentre, puis « Bonjour Jocelyn, as-tu passé une belle journée? » Puis « Ah oui, monsieur Lavoie, puis vous? Alors, regarde, je viens voir mon ami, ça va bien aller, mais je sors d'ici. » Puis j'ose « Bonjour, bonjour. » Mais les autres, là, ça rentre la tête baissée, puis ils parlent dans le petit rond. « Oui,
Monsieur Tremblay, j'ai un rendez-vous avec la docteure un tel. Ah, OK. Puis il parle passe, d'être identifié. C'est pas démontré. Et mon psy, il me fait rire, il est beaucoup plus jeune que moi. Et il me dit, tu sais, il dit, quand tu sors d'ici, tu as fait une journée d'ouvrage. Là. C'est pas une sinécure, elle est là. Je pleure, je ris, je me roule en boule des fois. Je sais pas comment de boîte de Kleenex que j'ai passé là. Mais c'est une journée d'ouvrage, elle est là. Mais ça me fait du bien. Puis c'est ce qu'il faut qu'on aille chercher. Puis c'est là qu'il me fait, après des analyses, il te fait rentrer. Parce que lui, il t'écoute, il est neutre là-dedans. Ouais. Il fait juste analyser tes émotions puis ton parcours de vie. Puis c'est lui qui m'a fait, à un moment donné, dire, tu es là, 93, là? J'ai dit, mon dos, j'attends un peu, là. Ça fait 2 ans là, qu'on travaille jusqu'à 93. Hein? Bien, c'est parce qu'on est en train de tout tuer peut-être ce qui s'est passé en 2006 et en 2009. C'est lui qui m'a fait réaliser, tu as eu une grosse mission, tu es revenu, tu as couché 2 semaines dans ton truck. Après ça, tu t'es préparé pour un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis ça a jamais arrêté. Donc, puis là, pouf, toute l'eau est venue te péter en arrière de la tête. Là. Donc, c'est là que tu réalises. Mais lui, il est neutre là-dedans. Puis il n'est pas là pour juger, il est là pour t'aider. Puis là, tu as ton psychiatre qui, lui, essaie toutes sortes de pilules sur toi. Puis après ça, un peu à Merlin l'Enchanteur. Là, il faut que tu fasses des rapports. Puis. Mais ils sont là pour t'aider. C'est ça, il faut que tu te dises. Et puis, c'est bien important. Couper l'isolement. J'étais justement avec Gino Savard qui a passé à votre émission il n'y a pas longtemps. Et puis, on est tout le temps content de se voir. C'est tout le temps des chaudes accolades. On se parle de nos vies personnelles. Et puis, il y a des affaires intimes aussi. Vous savez, la santé mentale, le post-traumatique, ça a un effet partout sur le corps. Hein? Sur le corps au complet, là même, je dirais. Donc, les femmes se parlent. Tu vois, ton chum, la libido, la libido, je pense que c'est dans le dernier tiroir en bas, ça, là. Les pilules, là, parce que tu peux... Tu sais, il y a des effets secondaires. Oui. Mais avant, on ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, on est capable d'en s'en parler entre chums et de dire, ouais, hein, marches-tu? Non, Capitaine America, là, il a dit que le plombier ne marche plus bien, là. Mais au moins, on est capable de s'en parler. Puis les femmes aussi, ils se réconfortent entre eux autres. Hey, le tien dort-tu? Ah, le mien, arrête pas de se lever et écouter des films de guerre. Moi, ça fait 3 fois, là, il me change ma médication. La dernière fois, ma blonde, elle m'a ramassé dans le garde-robe, je cherchais mes affaires pour aller me battre. Et, tu sais, ça. Puis elle te compte ça le lendemain matin, là. Puis vous la croyez pas? Bien, c'est parce qu'elle, à un moment donné, elle te prend par les épaules, puis elle te dit, écoute, mon petit loup, il faudrait que tu reviennes te coucher. Laisse la guerre, là, tu reprendras ça demain, là. Tu y retourneras demain. OK? Tu vas aller jouer avec tes amis, tu y retourneras demain. Il est temps. Ça te ramène dans le lit. Tu sais, il y a une compréhension aussi de la conjointe. Tu sais, si la conjointe, elle prend ça négativement, que son mari a des problèmes, il faut d'abord qu'elle l'accepte. Bien, accepter, c'est ça. Accepter, tu as déjà. C'est comme un alcoolique. Le gars qui l'accepte, qui le sait qu'il est alcoolique, il y a 50 de sa thérapie qui est faite. Donc, il faut que tu acceptes de dire, bon, bien, d'un, le client lui-même, il faut qu'il se dise, bien, écoutez, là, moi, j'ai un post-traumatique, et puis, soyez pas surpris, là, si, à un moment donné, dans un gros party, tu sais, il y a des choses qu'on fait encore, là, d'hypervigilance, ça, c'est pas drôle, là. Tout le temps assis dos au mur, à regarder les portes. Moi, je ne suis pas capable d'aller à l'épicerie. Je compte les autos dans le stationnement pour ne pas attendre. Je ne suis pas capable d'aller au guichet automatique s'il y a 3 personnes en avant de moi ou en arrière de moi. Je ne vais pas dans les boucheries parce que je ne suis plus capable de sentir l'odeur du sang, de la viande fraîche, coupée. Je ne suis pas capable. Il y a plein de choses que je fais. Je roule avec ma conjointe en automobile, ça va breaker 100 pieds en avant de moi, pas de danger. J'ai toujours la manie d'y mettre la main dans l'estomac pour qu'il arrive de quoi. Tu deviens hyper protecteur. Ma petite fille a resté avec nous, la fille à France a resté avec nous pendant 7 mois. Et tabarouette, je pense que j'ai mis des cônes oranges en entour de mon truck pendant que je roulais pour pas que personne ne me rentre dedans, parce que j'avais ma petite fille dans l'automobile. Là, on fait beaucoup d'hypervigilance. Ouais. Et puis, c'est ça que ton psychiatre ou ton psychologue t'a fait réaliser. Regarde, tu es en sécurité ici. Là. On n'est pas à Bagdad ici. Là. On n'est pas au Liban. Là. Tu sais, je veux dire, c'est rare ici là, qu'on voit du hijack d'automobile puis que le monde se tire dessus en pleine rue. Mais c'est la réalité. Après 33 ans que ton moteur roule à 6000 tours minute, puis là, tu tombes à 1500 tours, 1700 tours minute, ben, ça commence à être
C'est fatigant. Mais c'est tout ça, là, tout ce qui nous rattrape. La fatigue qui nous rattrape. Tu sais, quand je vous parlais de dette de sommeil, là, je l'ai encore. Tu sais, mon petit nap de 3 heures l'après-midi avec mon chien, ça fait du bien, là. C'est important. Oui, il est important. Puis mon chien aussi, il est important. Parce que les autres, ils te comprennent pas mal plus que n'importe quel psychologue. Moi, je sais bien que mon petit Jack Russell, quand j'ai de la peine, il s'en vient s'asseoir sur moi, puis il me lèche la face. Puis, c'est important. Puis tu t'attaches à tout. Tu sais, faut que tu mordes dedans. Là. Je m'excuse, là, mais il faut que tu mordes dedans. OK? La vie, là, c'est beau, c'est le fun, puis il faut en profiter. Et aujourd'hui, Claude Lavoie a quoi comme projet à court terme, mis à part son mariage en septembre? Claude fait beaucoup de radio. Je suis un gars d'actualité, trop. Ma conjointe, elle capote parce que j'écoute 3 postes de radio en même temps, je regarde 2 TV en même temps. Je suis un gars qui a beaucoup d'actualité. Pat Raymond adore ça parce que je suis capable de l'alimenter quand on fait de la radio mollo, la radio des vétérans. Et je fais encore probablement de la télévision avec Céline Galipo au mois de novembre. Il y a des choses que je prépare. Et Claude Lavoie va probablement reprendre un petit travail à temps partiel. J'ai une offre demain. Là, je vais rencontrer un employeur demain pour un petit 3 jours semaine. Essayer de combler un peu de temps libre, parce que c'est beau, là, ah oui, tu es à retraite, tu as 53 ans, tout va bien, tout va pour le mieux, mais à un moment donné, à 53 ans, tu es encore dans la fleur de l'âge. Tout à fait. Donc, puis Claude Lavoie, bien, il se marie le 2 septembre. Puis Claude Lavoie, bien, il y a des projets de voyage, puis il y a des projets avec sa nouvelle conjointe, puis on fait de la moto ensemble, puis on essaie de passer le plus souvent du temps ensemble, justement, du temps de qualité. Mais si je n'aurais pas demandé de l'aide, bien, probablement je n'aurais pas cette belle qualité de vie-là. Mais en tout cas, c'est un Claude Lavoie heureux qu'on a reçu aujourd'hui. Oui, je vous remercie Très infiniment heureuse. de votre invitation. Ça m'a fait tellement plaisir de Bien, merci beaucoup, Claude. Sincèrement, merci. Ça me fait plaisir.